Ma santé d'abord. Ma santé. Ma santé d'abord. Ma santé d'abord. Ma santé d'abord. Ma santé. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Ma Santé d'abord. Aujourd'hui, nous allons parler du VIH. Le VIH touche encore de milliers de personnes dans le monde. Pour lutter contre ce fléau, il faut mieux le comprendre. Pour ce faire, j'accueille M. Mbiri Ndi. Romain, vous êtes directeur de l'association Afrique à venir. Exactement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Docteur Goudjon, vous êtes directeur du pôle médical des soins du SAMU social de Paris et aussi président d'une association qui s'appelle Icambéré, qui vient en aide aux femmes d'Afrique subsaharienne touchées par le VIH en France. Pour commencer, regardons une vidéo sur le VIH. Le sida est une maladie chronique qui s'attaque à notre défense immunitaire et affaiblit l'organisme. Quand le sujet est porteur du virus VIH, on parle de séropositivité. Quelques mois, voire quelques années après la contamination, à l'issue d'une longue phase sans signe apparent, des symptômes apparaissent et témoignent de la régression immunitaire de défense des corps. La quantité des défenses immunitaires va chuter parallèlement à l'évolution de l'infection. À l'issue d'un certain seuil, l'organisme devient incapable de se défendre face aux bactéries, aux infections ainsi qu'aux tumeurs. Aujourd'hui, avec l'évolution des recherches, l'espérance de vie des personnes contaminées a augmenté. Elle va au-delà de 20 ans. Depuis 1995, on associe 3 médicaments pour le traitement du VIH, c'est la trithérapie. Aujourd'hui, on est passé à la quadrithérapie pour certains cas. 2008 et aujourd'hui, les chiffres de la contamination, c'est à peu près stable. Malheureusement, hein, on a à peu près 6500 découvertes par an, nouvelle séropositivité, avec en France entre 150 000 et 170 000 malades. Le malade est soumis à une vie médicalisée qui peut être contraignante au quotidien, avec parfois des complications et des effets secondaires liés aux divers produits. Il doit prendre à nouveau d'autres remèdes pour diminuer les effets secondaires. Mais avec un bon suivi, une personne porteuse du VIH a une vie pratiquement normale au sein de la société. Au point, on constate désormais une baisse de la vigilance des uns et des autres sur les risques et la dangerosité du virus du VIH-Sida. Grâce à la prévention surtout, un gros paquet qui a certainement dû être mis sur le dépistage, et ensuite pour certains pays aussi, l'accès au traitement qui a fait beaucoup. Puisqu'une fois qu'on traite les personnes, ensuite, à un certain stade, elles sont plus contaminantes. Car disons-le, il y a plus de 150 000 personnes porteurs du VIH-Sida qui vivent en France. Est-ce que, docteur, on peut dire aujourd'hui qu'il y a de moins en moins de cas d'infection? L'infection est relativement stable. C'est-à-dire qu'en réalité, tous les ans, on a à peu près, depuis maintenant 5 ans, 6 000 nouvelles contaminations par an en France. Donc ça veut dire donc qu'elle n'est pas arrêtée. Mais en fait, il n'y a plus le côté croissant des infections qu'on voyait apparaître régulièrement. Il y a une stabilisation. Cela veut dire donc qu'il y a un début de message de prévention qui s'est installé, mais que la prévention doit se renouveler de manière régulière et faire en sorte que ne pas oublier qu'à chaque fois qu'on fait de la prévention, il y a toujours une génération qui n'a pas entendu cette prévention et qui arrive à l'âge donc de la sexualité ou d'autres éléments de vie et qu'il faut la renouveler de manière assez régulière. Et Monsieur Mbiri Mbindi, Oui. par votre action de votre association, est-ce que vous réalisez, vous remarquez des changements de comportement? Oui, il y a des changements de comportement, Une ne prise de fût-ce qu'au niveau de conscience. ne fût-ce que l'acceptabilité de ces actions de prévention, qui ce n'était pas évident dans les années 94 et 93, quand on commençait, ce n'était pas si évident, puisque les sujets étaient tabous. C'était un sujet qui était tabou, mais actuellement, les gens, ils acceptent les actions de prévention. Nous avons été dans la rue poser des questions à un petit panel de public. D'après vous, comment se transmet le VIH? Le VIH-Sida se transmet par les rapports sexuels et par des objets non stérilisés. Le VIH-Sida se transmet principalement par des relations sexuelles, aussi par d'autres concours de circonstances. Exemple, si quelqu'un qui a le sida se coupe avec un objet et que toi aussi tu te blesses avec cet objet, tu risques de l'attraper. Mais on sait que dans le milieu des jeunes, c'est plutôt par rapport aux relations sexuelles. Le VIH se transmet de différentes manières possibles. Alors, il peut se transmettre de la mère à l'enfant. Il peut se transmettre par des relations sexuelles non protégées. Je pense que le VIH-Sida se transmet par le sang. En ayant plusieurs partenaires, en ayant des actes avec plusieurs partenaires différents en fait. Je sais qu'il y a un liquide, je sais pas comment ça s'appelle, mais je sais que c'est pas ça.
Vous sentez-vous concerné? Oui, je me sens concerné, comme tout le monde devrait se sentir concerné, principalement ceux qui ont déjà des relations sexuelles, ceux qui s'y intéressent ou ceux qui vont arriver à un âge où ils risquent d'en avoir. Tout le monde doit s'intéresser et s'informer sur le sujet. Je me sens concerné parce que de plus en plus de jeunes sont atteints par cette maladie et elle devient de plus en plus banale. Donc oui, je me sens concerné. Carrément, parce que je fréquente du monde, les milieux que je fréquente, etc. en fait, fait que je me sens concernée. On a vu que les jeunes semblent être un peu au courant. Est-ce qu'il y a d'autres... Et si on prend l'ensemble des réactions, on arrive à faire des réponses cohérentes, mais il y a de la dissonance dans le mode de contamination. Il y a aussi des choses incomplètes qu'il est bien de repréciser de manière très très simple. Est-ce que Romain, tu prends le relais par rapport à ça? Oui, au fait, ce qui pose souvent problème, quand on pose les questions aux gens comment se transmet le VIH, ils répondent très bien sur comment il se transmet. Mais ce qu'on sait, que quand on leur demande comment le VIH ne se transmet pas, c'est là où ça pose souvent beaucoup de problèmes. Vous allez trouver ces personnes-là qui sont là-bas, ils savent bien que ça ne se transmet pas les relations sexuelles, que pas par de la mère à l'enfant. Ça, ils débobinent ça très bien. Mais quand on va leur dire, par exemple, parmi ces gens-là, est-ce que vous pouvez, par exemple, avoir des relations sexuelles avec un préservatif, avec une personne séropositive, vous allez voir que la réponse, elle va être ailleurs. Ou quand on va leur demander est-ce que vous pouvez laisser votre enfant à une personne séropositive, vous allez voir que la réponse ne sera pas la même. Mais c'est ça qu'il faut beaucoup travailler, c'est qui ne transmet pas le VIH. Et tout ça, quand on travaille ce genre de questions, on va lutter contre la discrimination des personnes séropositives. Vous voyez, donc les réponses faciles viennent simplement. Rapport sexuel, mode de contamination numéro 1. Ensuite, le risque par le risque sang, par le sang, par l'usage, le partage de seringues sales, ou alors de la mère à l'enfant. Tout ceci est relativement bien compris. C'est dans la subtilité des relations humaines et sociales que s'inscrit la complexité. Quand on est amoureux, est-on en situation de pouvoir proposer un préservatif? Et même dans une soirée, quand on propose un préservatif, est-ce que lors du deuxième rapport, on met un deuxième préservatif? On voit donc qu'il y a beaucoup de fragilité lors des rapports sexuels et des rapports humains, ce qui complique aussi donc le simple fait que ces grands principes ne sont pas toujours appliqués. C'est difficile de proposer un préservatif à son partenaire. C'est toujours difficile à proposer et aussi à négocier, car il ne s'agit pas que de le proposer, il faut le négocier, car les relations sexuelles se font au moins à 2, peut-être à 3 ou à 4, ça dépend de ce qu'on a comme vie personnelle, mais à chaque fois c'est d'arriver à proposer ce préservatif. Est-ce que l'autre puisse l'accepter et le mettre dans les bonnes conditions? Aussi, vraie question, sommes-nous capables de le dérouler correctement quand on est un peu trop aviné, qu'on a bu un peu trop d'alcool et qu'on a perdu les éléments de sens qui permettent donc de pouvoir donc maîtriser, même si ce n'est pas très compliqué, la pose d'un préservatif? Tout à fait, voilà. c'est donc, délicat. Il y a beaucoup d'aléas, voilà. Mais on a vu tout à l'heure qu'il y avait un public quand même plus exposé que d'autres personnes. Est-ce que tout le monde devrait se sentir... Oui, tout le monde doit se sentir concerné par le VIH, tout le monde doit se sentir d'une façon ou d'une autre. Et j'ajouterai là-dedans, puisque nous, on s'intéresse beaucoup au public africain vivant ici en France. Nous, on pensait à l'époque que les gens venaient avec le VIH-Sida ici en Europe. Mais l'étude parcours qui vient d'être publiée montre bien que 40% des contaminations se font ici en Europe, ici en France. 40% des contaminations se font ici en France. Et qu'il faut... Oui, et qu'il faut... C'est un élément qui est très important, comme le dit Romain. C'est que les conditions de vie. Est-ce que vous savez que quand il y a un couple où une personne n'est pas stabilisée en France et qui se part de logement en logement et que la précarité gagne le cours de sa vie, c'est comment avoir une vie stable et donc une sexualité stable quand on est en situation précaire et instable. Ça, c'est une des vraies questions que l'étude parcours a mise en évidence, que la précarité est un des facteurs de risque importants de contamination du VIH. Surtout pour les femmes, Oui, surtout pour les femmes. Pour les femmes qui doivent négocier et parfois ont du mal à négocier le préservatif et parfois elles négocient un toit contre un rapport sexuel parce qu'elles sont, ce qu'on appelle les relations sexuelles non transactionnelles. Ce ne sont pas des prostituées, elles ne se voient pas ainsi, mais contraintes, contraintes et forcées par un hébergement. Et de temps en temps, il y a des négociations qui se passent plutôt mal. Parfois, il y a des personnes qui sont quand même averties, mais qui ne se protègent pas ou ne protègent pas. Oui, pour les êtres humains, ce ne sont pas des anges, hein, donc ce sont des êtres, des humains. Donc ça, il faut prendre ça en compte, cette réalité aussi en compte. Nous avons posé des questions à l'homme de la rue
Écoutons leurs réponses. Les moyens contraceptifs déjà qui existent. Ensuite, je pense qu'il faut faire attention, dépistage souvent, que le partenaire, je suis pas contre l'idée d'avoir plusieurs partenaires, mais faire attention à ce que ces personnes-là ne soient pas atteintes de ce virus en fait. Bon, déjà, faut faire attention à n'avoir de relations sexuelles que protégées et à ne pas se retrouver dans des endroits qui ont été ou des choses qui ont été en contact avec du sang contaminé, mais principalement avec des relations sexuelles protégées. Plusieurs moyens comme les contraceptifs, l'abstinence, la fidélité, etc. On va dire avec le préservatif ou l'abstinence pour les plus courageux parce que c'est pas évident pour tout le monde. D'après vous, existe-t-il des traitements contre le VIH? Sont-ils efficaces? Je sais qu'il en existe. Après, pour moi, ceux qui existent actuellement ne sont pas forcément efficaces. Ça te maintient en vie, ça te pousse à acheter tout le temps des médicaments pour un traitement. Et je suis de ceux qui pensent que, personnellement, il existe un vrai traitement contre le VIH-Sida, mais après, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des lobbies, des compagnies pharmaceutiques et tout qui préfèrent forcément que tout le monde achète leur traitement, donc qui se fasse de l'argent. Donc c'est peut-être pas à la portée de tous, mais on connaît tous Magic Johnson par exemple, qui est un basketteur célèbre qui a guéri du VIH/SIDA. Enfin, c'est pas un extra humain, je veux dire, il a eu un traitement comme tout le monde, devrait l'avoir et il a guéri. D'après moi, il n'existe pas de traitement contre le VIH. Je sais qu'ils font des recherches, je suppose qu'ils ont trouvé des choses, mais pour le moment, il y a, je pense, rien de concret. Il y a des choses qui font que la maladie s'atténue ou prend du temps à se développer, mais pas de choses qui l'enlèvent directement en fait. Il n'existe pas de traitement à proprement parler contre le virus, mais d'après certains chercheurs, on peut atténuer les effets du virus et prendre avec des traitements appropriés, limiter en fait les dégâts causés par le virus sur l'organisme. Mais certains chercheurs affirment avoir trouvé le remède contre le virus, mais cela n'a pas encore été prouvé à l'heure actuelle. Alors, vous avez bien écouté. Est-ce que le traitement contre le sida est vraiment une affaire de lobbying? Docteur Goudjou, vous pourrez... Les industries pharmaceutiques ne sont pas des philanthropes de manière générale, donc forcément, il y a un marché qui existe, mais au-delà du marché, est-ce que les produits qui sont qui existent aujourd'hui ont une certaine efficacité? La réponse est oui. Donc, première chose, oui. Est-ce qu'on guérit définitivement du VIH? Non. Mais dans le même temps, cela permet de faire vivre les personnes dans de très bonnes conditions avec très peu de médicaments que l'on prend aujourd'hui par rapport aux années 90 où il y avait beaucoup de cachets à prendre pour rester dans un état qui n'était pas satisfaisant. Donc les progrès en matière de médicaments ont été fabuleux. Et voilà pourquoi donc il est important de rappeler qu'il y a des traitements, ils demandent à être bien pris, à être accompagnés. Voilà pourquoi il n'y a pas de prise en charge thérapeutique pour traiter les personnes sans pouvoir les guérir, c'est un accompagnement par les associations. Et le travail que fait Afrique Avenir et Romain qui est ici présent me paraît absolument précieux pour accompagner la prise en charge thérapeutique. Les malades ont souvent besoin d'accompagnement psychologique aussi, je suppose. Ils ont besoin aussi d'accompagnement. Mais ce que je voulais d'abord dire là-dedans, il y a dans le film là qu'on venait de voir là-dedans, il y a une dame ou un monsieur qui parlait de la contraception. Je n'ai jamais vu une contraception qui protège contre contre le VIH. Ça, il faut le souligner. Deux aussi, il faut que les téléspectateurs... Autant dire la contraception, non, Romain, protège des grossesses. Oui, voilà. Donc, et si c'est prendre la pilule, prendre un implant pour dire qu'on est protégé du risque VIH, c'est non. Je pense qu'elle doit parler du préservatif, combiné du coup. L'action combinée, voilà. Ce sont deux choses tout à fait différentes. Et là, ce qu'il semble minimiser, l'effet du médicament parmi les téléspectateurs, alors qu'on sait que le médicament est devenu aussi un moyen de prévention. Le médicament est devenu un point de prévention. Les personnes qui sont séropositives et qui prennent bien leur traitement et qui ont des charges virales, indétectables depuis 6 mois au moins, qui n'ont pas d'infection sexuellement transmissible, cela ne transmettent plus le VIH. Il y a une forte réduction de transmission du VIH à leur partenaire, à leur papa partenaire. Et de l'évolution du virus lui-même ou pas? L'évolution du virus, il est bloqué et le virus donc devient indétectable. Et donc ça veut dire que dans les liquides
qui permettent la transmission du virus. Il y a très très peu de virus, car quasiment plus de virus. Résultat, le traitement, même s'il ne guérit pas définitivement, permet de rester en vie et en plus de ne pas transmettre le virus tel que l'a bien rappelé Romain. Et ça me paraît très important de le dire aujourd'hui. On n'est plus uniquement sur une prévention tout préservatif. Le préservatif a son rôle et sa place. Le traitement peut se faire traitement pour soi et prévention pour l'autre. Bah, on a aussi un Et bien, traitement quelque chose aussi là, ce qui était aussi important là-dedans aussi, c'était le dépistage. L'instancité là, c'est très, très, très important pour que les personnes puissent faire des À dépister. quel moment faut-il faire le dépistage? Je crois à tout moment. D'abord, quand on a pris un risque, il faut le faire. Et puis, il y a de ces personnes aussi qui ne se considèrent pas comme qu'ils ont pris des risques, alors que réellement, ils ont pris des risques. On a vu ça dans le reportage. Il faut être conscient. C'est pour cela qu'on demande à une personne, au moins ici en France, au moins chaque année, de faire un dépistage. Parce que dans la notion de dépistage, il y a beaucoup de personnes qui sont séro-ignorants. C'est très important parce que ne pas faire de test de dépistage, c'est ne pas connaître son statut sérologique. Donc, ça veut dire simplement, non, il y a tout un travail qui est fait en matière d'accompagnement. Maintenant, au départ, c'était uniquement les hôpitaux qui faisaient les dépistages, puis ça a été des centres extérieurs, ce qu'on appelle les CDAG ou les CEGID. Et maintenant, de plus en plus, pour aller vers des communautés, les associations ont pris le relais pour aller proposer du dépistage en dehors, bien sûr, des lieux classiques. Cela s'appelle la pratique des TROD. C'est-à-dire qu'en multipliant les possibilités d'avoir un accès au dépistage, on permet aux personnes de connaître leur statut. Première possibilité, je suis séronégatif. Quels moyens de prévention vais-je développer ou renforcer pour me protéger? Je suis séropositif. Première possibilité, je me propose d'aller vers un traitement et de me faire soigner et en même temps de savoir comment aussi protéger moi-même et protéger les autres. Et le pire dans tout ça, c'est quand les gens ne connaissent pas leur statut. Donc, on les appelle les séro-ignorants parce que, le simple fait qu'ils n'ont pas fait la démarche. D'autant plus qu'on a vu tout à l'heure qu'il y a des milliers de personnes qui sont potentiellement donc, et qui ne savent pas. Qui ne savent pas. Alors, on sait aussi qu'il y a des traitements, on peut avoir recours à des traitements post-exposition. Et pré-exposition. Oui. Mais en fait, ce qu'on appelle le traitement pré-exposition, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un traitement qui est destiné aux personnes séronégatives, mais qui vont être exposées au virus, puisque c'est un traitement qu'on ne va pas donner à tout le monde ici en France. Ce sont certaines consultations spécialisées qui proposent la prescription de ce médicament. Mais dans quelles médicament. conditions ils vont être exposés du coup? Quand ils savent qu'ils vont être exposés. Oui, voilà. Ils ont un partenaire. Il allait en soirée. Non, Oui. Une simple soirée. Oui. Je vais en soirée, j'ai plutôt l'habitude de faire des soirées relativement chaudes et ma vie m'expose parce que je prends plus de risques que la moyenne des personnes. Et là, j'en parle avec mon médecin et voilà, et on voit ensemble quelle est la meilleure solution pour me protéger. Je sais pertinemment qu'en matière de préservatif, je suis un utilisateur moyen de préservatif. Donc, qu'est-ce que j'ai comme autre moyen pour compléter mes fragilités éventuelles? Voilà. On fait ce qu'on appelle maintenant la prévention combinée. Elle est diversifiée. Elle est diversifiée, donc on n'a pas que le préservatif. C'est tout un ensemble qu'il faut utiliser pour se protéger contre le VIH. Et ici, c'est ça que je ne sais pas, l'autre disait là tout à l'heure dans le film, ça c'est dans le but d'ici 2030 d'éliminer la transmission du VIH. Après, les moyens, on les a. On a les outils. On a les outils maintenant pour éliminer la transmission du VIH. C'est la transmission qu'il faudra éliminer parce que le virus lui-même est vraiment imbattable. C'est un mutant qu'on a du mal à... Le virus est pas mal contenu. Donc sinon, il passerait outre la démarche thérapeutique qu'on a proposée. On propose des traitements. Si on combine, le préservatif, plus la PrEP, plus parfois même dans certaines contrées d'Afrique où on ne se pratique pas la circoncision, si on amène la circoncision en plus dans certaines parties, non, on augmente les possibilités de prévention. Prévention par le médicament, prévention par les préservatifs et prévention donc en pré-exposition. Et enfin, comme vous l'avez dit, une prévention en post-exposition. J'ai pris un risque. Est-ce que j'ai encore le droit de ne pas prendre le risque d'être contaminé? Oui. Donc, je me précipite vers un hôpital et je dis, voilà, j'ai pris tel risque, est-ce que vous avez une solution pour moi? Oui, en hôpital aujourd'hui, on a des solutions pour vous dans les 48 heures à 72 heures pour éviter que le virus s'installe. C'est tout ça qui fait la prévention au XXIe siècle. Ne restons pas sur les images de prévention du XXe siècle,
on est allé beaucoup plus loin. Il y a beaucoup de progrès en matière de VIH. Très bien, mais nous allons revoir notre panel de la rue qui vous ont posé des questions. On se demandait quand est-ce que la médecine allait arrêter d'être au service des lobbies pharmaceutiques. Pour moi, je leur demanderais où ils en sont concrètement dans l'avancée sur la recherche, qu'ils informent plus les gens autour de ça. Vous avez entendu les questions, est-ce que vous pourriez y répondre? Je crois qu'une partie on a déjà donné du problème en disant que les industries pharmaceutiques ne sont pas des humanitaires, ce ne sont pas des entreprises humanitaires, donc ils doivent avoir un bénéfice. Et puis ils ont investi en termes de recherche pour obtenir ce médicament. Mais il faut souligner quelque chose qu'il faut dire aussi, que si les médicaments, ils ont baissé les prix, et c'est pour cela qu'au niveau du continent africain, les gens ont accès à ces antirétroviraux. Ça, il faut les souligner. Et là, c'est un élément important. Même si l'industrie pharmaceutique fait des bénéfices, la pression de l'ensemble de la communauté mondiale et l'action financière des pays riches qui ont créé le Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose a permis aussi, avec aussi la contribution d'United, à faire baisser le prix des médicaments. Et à partir de là, et à proposer aujourd'hui à près de 18 millions de personnes dans le monde entier qui sont sous traitement antirétroviraux, alors qu'encore, si je prends il y a 3 ans, on était à 15 millions, on voit les progrès se faire. Mais dans le même temps, j'aimerais quand même dire une chose dont on a été alerté. Si en matière de traitement, on avance, il y a quand même une tranche d'âge de population qui est encore fortement exposée. Ce sont les jeunes femmes entre 15 ans et 24 ans, parce qu'elles n'ont pas les démarches de prévention et qu'elles n'ont pas accès à la démarche aussi de dépistage et de prise en charge. Il va falloir qu'on fasse Comment ça se fait? Ils ne sont pas assez informés dans les écoles, peut-être? Voilà, information en milieu scolaire, accompagnement par des associations dédiées et aussi leur permettre d'aller à l'école. Comme vous savez très bien, quand je prends notre continent, dès qu'il y a un souci en Afrique, dès qu'il y a un souci dans une famille, la première personne qu'on sort de l'école, c'est la fille. Et après, on lui demande d'aller faire les marchés. Et dans le marché, quand on vend des bananes ou des cacahuètes, quel est le problème? On fait des rencontres et dans la négociation, parfois le gros taux négocie autre chose que les cacahuètes ou les petites bananes. Donc, il est bon que nos jeunes filles puissent avoir de quoi se protéger avec une information adaptée et une scolarisation qui les protégerait aussi. Et puis aussi, il y a aussi une éducation aussi de la population en général, que ce soit ici en Europe ou que ce soit en Afrique. C'est les rapports de genre. Le rapport des gens, donc les rapports entre l'homme et la femme, ça c'est quelque chose de très important sur lequel il faut beaucoup travailler. Est-ce que les actions d'Afrique à venir vont dans les écoles, Donc pour le moment, nous n'allons pas dans les écoles, nous on va surtout là où les Africains se regroupent. On va dans les salons de coiffure, sur les marchés, chez les épiciers, dans les lieux de culte même, dans le stade, dans les salles de fête et dans les discothèques. Et il y a d'autres associations qui font un rôle complémentaire, comme Icambéré, qui a une sensibilité plus féminine. C'est d'aller voir donc où se trouve, d'abord d'accueillir des femmes séropositives et d'aller faire de la prévention vers les lieux où donc, il y a des femmes qui sont plus en fragilité que d'autres. C'est le tissu associatif divers qui permet de faire des actions de prévention combinées et complémentaires. Donc, ne pas rater un espace de prévention, c'est ça l'élément essentiel. Est-ce qu'on peut espérer avoir un vaccin Espérer, oui. L'obtenir, ce sera difficile et ça demandera du temps. Bon, pour l'instant, on n'a pas de vaccin, mais on a de quoi se protéger de manière efficace. Il ne faudrait pas tout attendre d'un vaccin. Je prends un exemple. A-t-on un vaccin contre le paludisme? A-t-on un vaccin très efficace contre la tuberculose? Donc, vous voyez, donc, on peut commencer à travailler sur les maladies. Bien sûr, on espère le vaccin, mais dans le même temps, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est quelle est la dynamique dans laquelle nous faisons de la démarche de prévention et de traitement. Alors là-dedans aussi, ils ont parlé du sang, des injections. Ils ont oublié qu'il faudrait, pour les usagers de drogue, pour les injecteurs de drogue intraveineuses, il y a la distribution des seringues, donc stériles, qui doivent être promues et que les gens doivent utiliser pour réduire la transmission par cette voie. Le VIH reste un fléau. Regardons ce que nous dit l'œil extérieur. Il y a de gens qui sont morts à cause du sida. Aujourd'hui, on n'a pas un traitement qui guérit, même si on a des molécules quand même qui permettent le mieux vivre et le mieux être, mais on n'a pas
un traitement où on dit que la personne est devenue négative. Le combat continue, qu'il faut se battre, qu'il faut accompagner les gens, qu'il faut soutenir les gens qui en ont besoin, qu'il faut informer. Il ne faut pas baisser les bras, il faut que les gens soient informés aussi pour ne pas rejeter les autres. Après tout ce qui s'est dit sur le plateau de Ma Santé d'abord, que doit-on retenir? Et je trouve que l'ensemble des reportages et les échanges qu'on a pu avoir avec Romain Imbiribindi et moi-même ont permis, j'espère, d'éclairer les personnes migrantes qui sont en France aujourd'hui. On a parlé un peu d'Afrique, mais l'essentiel pour nous est de nous adresser à ceux qui sont ici. Et je rappelle encore une fois qu'un des plus gros facteurs de contamination en France, surtout pour les femmes, est relative à leur précarité de séjour. Le temps qu'elles s'installent en France, elles sont plus vulnérables que les hommes. Ça veut dire qu'en réalité, donc, l'action de prévention doit se tourner aujourd'hui, certes vers les hommes, mais ne pas oublier les femmes. D'ailleurs, il y a des associations de femmes qui sont très engagées en matière de prévention. Oui, j'ajouterais aussi que l'étude parcours nous a montré aussi que les hommes, parmi les contaminations qui se font ici, il y a les hommes se contaminent beaucoup plus que les femmes. Et ce qu'on a remarqué aussi, le multipartenariat pour les hommes est associé aussi à ce pourquoi ils se contaminent par le VIH. Raison pour laquelle ils doivent beaucoup se faire dépister et se protéger surtout et protéger leurs partenaires sexuels. Oui, je pense que d'ici là, nous sommes très confiants et optimistes que d'ici 2030, on pourra éteindre l'épidémie du VIH. Il faut garder cet espoir et se le mettre en projection pour l'avenir. Voilà pourquoi j'invite nos amis à s'informer régulièrement. Il y a un numéro vert. Et donc, le numéro vert, c'est le 0800 840 800. C'est SIDA Info Service, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je rappelle encore une fois, le 0800 840 800. Merci d'être venu sur le plateau de Ma Santé d'abord. Retrouvez toutes les informations sur le site qui s'affiche au bas de l'écran, ainsi que le numéro vert. Ma santé d'abord. Ma santé. Ma santé d'abord. Ma santé d'abord. Ma santé d'abord. Ma santé.